Andrea, bonjour. Bonjour. T'es en quelle classe? Je passe en 5e primaire. Que représente la date du 30 juin pour toi? La fête de l'indépendance de la RDC. Pourquoi on a eu l'indépendance? Je ne sais pas. Je sais pas. Kimbwanza idyambu lyatuuka kwa nzambi yandi bakubika abantu bafutikala mbwanza libanguluvo omuntu kafutikitwa sindikibeni mwana bukabutikili sikatwala sontete yema longwa ndinga mudya sikabalika yavula mwene kipeni mutomba mana asibo ukalwe kimutesu kala ndadiatu mwene kipeni kina simbo lyaka yamusipe munsi yetu. Le 15 novembre 1908, après avoir été la propriété personnelle du roi Léopold II de Belgique, le Congo devient officiellement une colonie de l'État belge. 20 ans plus tôt, la conférence de Berlin sur le partage de l'Afrique avait reconnu cet immense territoire comme étant le domaine privé du monarque. Mais l'entreprise coloniale meurtrière menée par Léopold II suscite un mouvement international de protestation. Une commission d'enquête oblige finalement le roi à céder son Congo et l'État belge a voté son annexion. Pendant longtemps, la Belgique avait refusé de suivre son roi dans l'aventure coloniale. Mais la découverte de mines de diamants et de cuivre dans le Katanga au sud-est du Congo au début du XXe siècle a renforcé le lobby colonial et dégagé une majorité en sa faveur au Parlement. Après l'annexion, la Belgique promet une colonisation exemplaire du Congo, alors qu'à travers l'Union minière du Haut-Katanga, la Société Générale, la grande banque belge a déjà mis la main sur les richesses du pays. L'exploitation des mines assure le développement économique d'enclaves, mais limite à l'utilitaire l'enseignement de la main-d'œuvre africaine. Jusque dans les années 50, la colonie va soigneusement éviter de former une élite indigène. Avant l'indépendance, le Congo belge, comme on l'a appelé, avait quand même une économie florissante parce qu'il y a la Gécamine, l'Amiba, les sociétés qui viendront comme le Kimo, ainsi des mines d'or de Kilomoto, ainsi de suite. Il y a l'agriculture qui fonctionnait très bien, il y a le coton qu'on travaillait, qu'on produisait, il y a l'huile de palme. Les choses marchaient très bien, mais c'était au profit de la Belgique. Parce que c'est grâce à tout ce qui se faisait ici au Congo que la Belgique se construisait. Mais alors, donc, fort malheureusement, donc, ils ont pensé à développer leur pays, et le Congo restait un grand village où il y avait seulement donc des villes telles que Léopoldville, Elisabethville, où ils étaient nombreux, parce qu'ils étaient nombreux dans ces villes-là qui se sont qu'on a développé un peu. Donc il y a mais ils développaient pour eux-mêmes. Il y avait les routes là où eux étaient, des bonnes routes, des belles maisons, des villas,
ils étaient dans de très bonnes conditions et s'ils ont pu faire, il y avait quand même une formation limitée bien sûr, parce qu'on ne permettait pas à ces nègres-là d'aller plus loin, mais ils formaient leur main-d'œuvre, la main-d'œuvre qui devait les servir. Donc, alors, à cela, ils ont bien pensé et à cette époque, la formation que l'on donnait permettait à quelqu'un de savoir lire, écrire et travailler correctement dans l'intérêt de la Belgique. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakini. Otameron, cha-cha, baganyeo. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakini. Otameron, cha-cha, baganyeo. Oni panda. Asoreko na bato bayokani motomoko nakonaka na cartel balingani na front commun bolikango kazavubu elumumba na kalondi boliatombe kamitatu oesanja
Mbote maman. Yo batu bayebi yo te, yo zali ne maman Pauline Lumumba. Le 30 juin 1960. Mukolo wana ozoko yeba lisusu makambo ndenge elekaki. Le 30 juin 1960. Makambo elekaki kaka kuna na manini na ndako ya monene. Peuple congolais, mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées, non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique tout entière. Pendant 80 ans, la Belgique a envoyé sur votre sol les meilleurs de ses fils. Solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante, nous ne pouvons pas nous empêcher de mesurer la gravité de nos responsabilités et, dans une attitude de profonde humilité, de demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. Président Kasavubu Alubi, le Chili, des gens qui parlent pour le premier ministre Alpha, ce qui est Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Ce qui fut notre sort à 80 ans de régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Accommodable pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Qui oubliera les fusillades? Les cachons furent brutalement jetés. Ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime,
qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tous les continents africains. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. Na po batang wazungu na ndako azalaki ndenge zaki mokolo ya independance ezalaki koyebana to moto asiliki to moto asepeli te aza bato nyonso baza kosepela. ndoka nde bamindele bayoki mabe. Il ne faut pas se dissimuler que ce discours a provoqué une très large déception et que du côté des Belges, on a écouté ce discours avec beaucoup de peine. Et je crois aussi que sur les représentants des pays étrangers, et ils furent nombreux, si je ne m'abuse, une 60aine de pays s'étaient fait représenter par des ambassadeurs spéciaux, ce discours a produit un effet décevant. La force publique est devenue l'armée nationale congolaise. Mais si le Congo indépendant a comme il se doit un président et des ministres africains, son armée, elle, est toujours encadrée par des Européens. Un contraste qui ne peut que frapper les esprits. Lors du défilé de l'indépendance, certains dans la foule ont crié aux soldats « Comment on est indépendant et vous défilez ici derrière des officiers blancs ». Ça, c'est certain. Alors que se déroulent les bals populaires, les soldats ne sont décidément pas à la fête. Tout au long des célébrations de l'indépendance, leur tâche essentielle consiste à présenter les armes aux dirigeants du nouveau Congo, ceux-là même qu'il leur était arrivé de jeter en prison il y a quelques mois à peine. Ils sont nombreux, ces soldats, à se considérer comme les oubliés de l'indépendance. Le patron de la force publique, le général Janssens, est resté leur chef. Ses déclarations pour le moins carrées jettent de l'huile sur le feu. Le rôle futur de la force publique est exactement le rôle passé. La force publique a toujours défendu les frontières du Congo et la force publique a toujours maintenu la paix dans cet État. Le rôle nouveau reste tout à fait semblable au rôle passé. C'est une réelle continuité, donc il n'y a aucun changement selon vous. Notre action actuelle et future est la prolongation de notre action dans le passé. La frustration des soldats congolais va se transformer en mutinerie. Fait significatif, c'est le Premier ministre lui-même qui devient la première cible du mécontentement. Bamikakatano nyonso to abandaki komona abandaki koloba nini mpona mikakatano wana abandaki koluka kobongisa nzoka banyami balikaki ebele yaza kobongisa banzo kobongola yaza kobongisa ti toye koyeba sika namu officier ordonnance ya biso akotaki na kopro mosu. Le 5 juillet, à Léopoldville, on casse les carreaux d'un bureau de Lumumba. Ce n'est pas encore la révolte. Mais lorsqu'on voudra rétablir l'ordre, les choses se gâteront très vite. On a voulu faire intervenir les troupes de Taïsville. Les troupes de Taïsville, par solidarité avec leurs camarades, n'ont pas voulu intervenir. Donc, ce n'est pas un mouvement de révolte. Bon, c'est une indiscipline. Ils ne veulent pas intervenir contre leurs camarades de Léo. Un tout petit groupe de soldats, indisciplinés comme il en existe partout, sont sortis et ont allé commettre quelques viols. Je dis quelques viols parce qu'ils n'étaient ni nombreux et les femmes blanches qui étaient dans la région de Madimba, Inkisi, n'étaient pas nombreuses non plus, ont commis des viols.
c'est la révélation brutale de ces viols, le 7, donc pratiquement 2 jours après les faits, répandu dans les ondes du monde entier, qui a provoqué un mouvement de panique, de crainte mutuelle, des Noirs vis-à-vis des Blancs vis-à-vis des Noirs. Ça s'est répandu comme traînée de poudre dans tout le Congo. Et il y a eu une espèce de réaction en chaîne que aucune autorité, ni belge ni congolaise, n'est parvenue à contrôler ni à maîtriser. Le 10 juillet, retenez bien la date, les militaires belges ont occupé l'aéroport de Njili, ici. Ils ont organisé l'agression du Congo en disant, puisque les militaires congolais mutinés se sont attaqués aux femmes, aux enfants et aux officiers, la Belgique n'avait plus aucun autre moyen de protéger ses ressortissants que de faire venir des troupes belges le 10 juillet. 10 jours après. Le pouvoir colonial, qui avait soi-disant donné l'indépendance, quelque chose qui pour moi ne se donne pas, l'indépendance, moi je crois que ça doit se conquérir. On ne devient pas indépendant parce que quelqu'un, quelque part, décide un jour de vous laisser, de vous donner l'indépendance. Mais alors donc, mon constat à cette époque est que les autorités coloniales n'ont pas accepté que le Congo devienne indépendant. Raison pour laquelle, donc, d'ailleurs, il y a le général Janssen, ça voulait dire par là tout simplement que, bon, il y a eu un simulacre donc il y a eu une scène au cours de laquelle on a dit que le Congo devenait indépendant, alors que pour eux, les Belges, le Congo ne l'était pas. Donc, vous comprenez, dans ce contexte-là, il n'était pas facile de gouverner le Congo. Je ne pense pas que ce soit l'incapacité des Congolais d'alors, mais cette mauvaise foi de ceux qui nous ont colonisés a fait sincèrement que, n'ayant pas voulu que les Congolais président à leur destinée eux-mêmes, eh bien, ils ont fait ce qu'ils ont pu et ils sont restés un pied dedans, un pied dehors. Et ils ont tout mis en œuvre pour que les choses n'évoluent pas dans la bonne direction. Voilà pourquoi Patrice Emery Lumumba mourra peu de temps après. Il était dangereux dans ce sens pour nous qu'il n'était pas susceptible, disons, d'être ouvert à des solutions parfois que nous aurions aimé voir réalisées. Louis Marlière, colonel des services secrets belges, a lui aussi joué un rôle clé dans la chute de l'homme politique congolais. Lumumba a choisi le mauvais camp. Et bien sûr, il était plus ou moins communiste, enfin, il a choisi le camp plutôt des Russes que de l'Occident. En Virginie, nous rencontrons Larry Devlin, un agent de la CIA, chargé à l'époque par le gouvernement américain d'assassiner Patrice Lumumba. Lumumba représentait un danger pour le Congo et pour le reste du monde, dans la mesure où il permettait aux Soviétiques de prendre le pouvoir au Congo. Un autre homme a joué un rôle central dans la chute du politicien congolais. Des journalistes que j'étais, cette rencontre avec Lumumba m'a conduit à m'occuper plus de la politique que de tout le reste. Lorsque Lumumba est venu pour discuter avec les autorités belges de l'indépendance nationale, me trouvant sur place, il a fait de moi son secrétaire particulier. Pauline apesa ngai fungola kalobi fungola ya moyo ulingi fungola kwa nini afungoli na la roma alukiwe ski. He had to make all decisions, and I think he was
It was just too much for him. He was under constant pressure. He got in the habit of keeping a bottle of whiskey on his desk, and he would take a shot, just pick up the bottle and drink from it. And it was clear to me that he was losing his mind, that if he failed at this time, that the Congo would fall into the hands of the Soviets. And I did not, certainly my country didn't want it. I didn't want it. It was the height of the Cold War. And he kept ignoring this recommendation, and as I'd talk with him, he'd pick up his bottle and drink from it, and I finally just snatched it away and smashed it across his desk. In rather strong terms, said, you'll either stop drinking or you will fail. À peine était-il nommé colonel que des gens se sont présentés pour le soudoyer. Ne fût-ce que sa voiture, je ne citerai pas de nom, mais les solliciteurs étaient nombreux et en général, ils venaient les mains chargées de présents. On l'a très vite éduqué à la corruption, sinon active, du moins passive. Il a dès le début, au lieu d'user d'autorité militaire, disons, il a plutôt toujours essayé d'arranger les choses par l'argent. Une enveloppe, enfin, hein. Il travaillait plus par l'argent que par l'autorité. Il y a Premier ministre Alobeli, Joseph, yo Zouambongo na yo, oui, pour ça de ses familles na yo, mais pour ça la makambo batindi yo. Patrice Emery Lumumba yebaki ke Mobutu batindi asala makambo mabe. Ayebaki wana tango ayebi sikai te kaka tango alobeli Mobutu boye ndengai na lukaki. Siko mokolo oyo bino bolongwaki awa mpona kokende na Kisangani makambo elekaki ndenge nini mama? Tuzaki kokende malamu kasi bato tukomi na Bandundu, bato ya Bandundu ba mongolokiaka aza koyokana na bateko na ye alingi peuple mingi bolobela ye asola na bino aleka bino boye nde makambo ezalaki kutunansela nzoka nde baza kosala etarde akoma esika ya malamu te atikala kaka kote boye mpo bakanga ye biso toyebaki te. Siko ntango ye akoti na bwato yo oyebisaki ye nini mama? Oyebisaki ye eloko te. Ntango awuti na bwato azongi mpo ya kozwa bino? Ye akoti na bwato ngai nakoti na mwana na olola alobi lokola mwa buto ezalaki ba 6 heures lokola mwa buto ekomi soki bwato ekoyi na ngai nakomona bino te zonga na mwana okoya na bato ya motuka bato ya bwato nde bayebisaki biso te ke bake sheke eyi na basoda bayebaki te bango bakomi na ngambo kuna basoda bakangi ye bazongisi ye epai ngai nazala te mpo toya na Kisasa. À sa femme Pauline, Lumumba écrit ce dernier message. Ma compagne chérie, je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront, quand ils te parviendront, et si je serai en vie lorsque tu les liras. Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. À mes enfants que je laisse, et que peut-être je ne reverrai plus, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau, et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Car sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Ne me pleure pas, ma compagne. Moi, je sais que mon pays qui souffre autant saura défendre son indépendance et sa liberté. Vive le Congo, vive l'Afrique, Patrice. Près de 50 ans, après ces événements, beaucoup de temps s'est écoulé, mais est-il que
on en a quand même une certaine mémoire. Donc, ces événements malheureux, évidemment, les sécessions, donc le Congo qui menaçait d'éclater en plusieurs morceaux, parce que le pouvoir central n'arrivait pas à maîtriser les choses. Raison pour laquelle, ici et là, eh bien, il y avait des foyers de tension. Et des gens qui estimaient qu'ils n'étaient pas bien encadrés, bien traités, et qui estimaient qu'ils pouvaient s'envoler de leurs propres ailes. Entre Joseph Kasavubu, donc le président, et Patrice Lumumba, donc le Premier ministre, les violons ne se sont pas accordés pour que, en ce qui concerne justement l'envoi de ces militaires là-bas à Bakwanga pour attaquer ces pauvres citoyens, quand on est suivi par les militaires et les militaires de l'armée nationale congolaise, c'est pas normal. Et je crois que c'est une erreur qui a été commise à cette époque. Donc c'était vraiment quelque chose qui a fait que entre Tshombe et Kalonji, les leaders qui étaient là en ce moment-là, eh bien, les violons se sont bien accordés, donc parce qu'ils avaient les mêmes visées, de pouvoir se séparer du gouvernement central qui n'arrivait pas à s'assumer de façon responsable. Le chef du gouvernement, Patrice Lumumba, et Joseph Kasavubu n'avaient pas les mêmes vues quant à la manière de gouverner le pays. C'est ainsi que on arrivera à la révocation l'un de l'autre. Donc le président Kasavubu a dit que il révoquait le Premier ministre, et le Premier ministre qui avait la majorité au Parlement, à son tour, a dit que bon, c'est lui qui devait démettre le président de la République. Et voilà, dans cet imbroglio, eh ben, tout était mis en marche pour que Joseph Mobutu, donc, qui à cette époque donc, était prêt pour prendre justement les choses en main. Par ordonnance numéro 400 du 3 novembre 1965, prise par nous, le commandant en chef de l'armée nationale congolaise, le général-major Mobutu Joseph Désiré, ici présent, est nommé lieutenant général de l'armée nationale congolaise à la date du 1er janvier 1965. Généraux-major, colonel, lieutenant-colonel, major, capitaine, lieutenant, sous-lieutenant, sous-officier, caporaux et soldats de l'armée nationale congolaise, comme nous, comme vous l'avez toujours fait dans le passé, continuez à lui obéir en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service et le respect de la discipline militaire. C'est ainsi que on arrivera jusqu'en 65, donc le 24 novembre 1965, pour qu'il écarte Joseph Kasavubu et prenne les choses en main pendant 32 ans. Certainement, de mon point de vue, c'était un homme politique, très solide, qui aurait dû faire quelque chose. Mais fort malheureusement, lui qui a réussi quand même à casser toutes ces sécessions, à unir le Congo, arrive à gouverner de façon plus responsable, profiter justement de l'élan donc de l'économie que l'État colonial avait laissé. Donc il y avait quand même, des ressources qui permettaient que le Congo puisse fonctionner. Donc s'il y avait eu, si on avait respecté l'administration, parce que l'administration que les Belges avaient mise en place était encore très bonne, très efficace, parce que c'est elle qui avait servi les colonisateurs. Alors si on avait respecté ces gens,
et qu'on n'avait pas cherché à vider les caisses, à commencer à se servir, eh bien, on aurait évolué très bien. Je suis toujours dans le peuple, en train de lui fournir des explications, de lui rendre compte de mon action, parce que c'est mon juge, le seul juge à qui je dois rendre des comptes, c'est mon peuple. Il avait un très grand charisme. C'était un séducteur. Il séduisait tout le monde. Blanc, noir, jaune, tout le monde était. On a bien fonctionné jusqu'aux années 73, je crois jusqu'à 75, si j'ai bonne mémoire. C'est alors qu'interviendra la zaïrianisation. C'est-à-dire qu'il fallait écarter les responsables de beaucoup d'entreprises donc, qui étaient des expatriés, alors pour que les Congolais prennent les choses en main. L'idée n'était pas mauvaise en soi, mais ceux qu'on mettait à la tête de ces entreprises n'avaient pas été préparés pour être en mesure de gérer convenablement ces entreprises. C'est ainsi que tout était tombé. Et à partir de ce moment-là, alors la descente aux enfers a commencé. Et je pense que ce pays, alors, dans cette descente aux enfers, eh ben, il aurait fallu qu'il y ait un facteur qui ne devrait pas être négligé. C'était l'enseignement, l'éducation. Mais alors, fort malheureusement, il n'y a pas eu que la zaïrianisation. Je me rappelle, nous, à l'époque coloniale, nous avions le programme belge. Et alors, donc, nous avons été bien formés. Et c'est ainsi que lorsque on est parti à l'étranger, on n'avait pas de difficultés dans les écoles des pays étrangers. Donc, on a été quand même, on a pu bien se défendre parce qu'on avait des programmes de qualité. Avec le temps, maintenant, avec ces nouveaux régimes, les choses ont évolué dans la mauvaise direction. Donc, les choses se sont détériorées de telle sorte que la bourse a été coupée, les salaires des fonctionnaires ont sensiblement diminué, et les militaires, au lieu de protéger les citoyens et leurs biens, commençaient à devenir un danger parce que quand quelqu'un a une arme et qu'il n'est pas bien payé, qu'est-ce que vous voulez donc qu'il fasse ? Alors vous avez une dizaine de propriétés en Belgique, c'est ce dont on parle aussi, 2 en France, 1 en Suisse, Portugal, Espagne, plusieurs ici. Et c'est ça la fortune. C'est avec la dotation présidentielle Madame, que... selon vous, c'est ça la fortune. Si c'est ça la fortune, alors dans cette condition, madame, eh bien, c'est la tête de quelqu'un qu'on veut. Lorsque chez vous, il n'y a que le mot argent à la bouche, celui qui vous arrache ce beefsteak de la bouche, c'est un homme à abattre. Voilà la vérité. Il y a d'autres estimations. Laissez-moi continuer. Et vous tournez autour du pot. N'avoir pas pensé à bien payer les militaires, les policiers, les fonctionnaires, c'est le plus grand péché que ce régime-là ait pu commettre. Car ce sont ces fonctionnaires qui maîtrisent tous les secteurs de la vie nationale. Et s'ils pouvaient être bien payés, et si les militaires pouvaient être bien payés, les policiers, l'ordre serait établi partout, alors chacun va créer à ses occupations sans problème. Et la paix devrait être là. On ne peut pas parler de la paix et de l'unité nationale quand on mène une vie de misère. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Mais à cette période, qu'est-ce qu'on a vécu? Il y avait un groupe de gens, donc une oligarchie, donc un groupe de gens qui se partageaient le patrimoine national. Donc les biens de ce pays étaient devenus leur propriété. Un groupe seulement. Donc ils ont vécu une vie de seigneurs dans ce pays. Ils ont multiplié des villas à l'étranger. Ils ont construit ici. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire? Mais les autres, la multitude, étaient dans une souffrance atroce. Une pauvreté abjecte. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce XXe siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience
de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé de bien de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre. Mieux, l'ultime recours. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Quand participants venus de toutes les régions du pays dénoncent publiquement la dérive totalitaire du guide suprême, le maréchal Mobutu Sese Seko. Monsieur Mobutu n'a jamais élaboré une pensée philosophique et cohérente à mesure de sous-tendre un système politique. Au mensonge s'ajouteront la pratique de la corruption matérielle et morale, le népotisme et le clientélisme politique, et les multiples visages du chef de l'État lui-même, président fondateur, guide, timonier, père de la nation, maréchal, etc. Je demande à la Commission de présenter ses excuses pour cette dithyrambe qui est à la limite de la réconciliation. C'est trop fort, hein? Veuillez présenter vos excuses. J'ai à vous parler. Je vous prie de m'écouter, sinon je ne vous écouterai plus. Profitant de l'absence prolongée du chef, une rébellion surgit à l'est du Zaïre et déferle sur la majorité du territoire. L'insurrection est dirigée par un ancien rebelle lumumbiste, Laurent Désiré Kabila. Wakimsikia Mobutu anafika Kinshasa, basi mji wote unabomoka, wanakimbia kwa sababu walimsikia Mobutu. La voiture avec les différents membres de la famille puisse arriver à l'avion. On a dû passer par des chemins qui n'étaient pas connus des autorités. On était entouré par la DSP qui était armée, il y avait même des chars sur la route. On était mis dehors presque avec un coup de pied derrière, j'ose dire. Désiré Kabila s'est proclamé président de la République démocratique du Congo. Kinshasa est aux mains de ses troupes et les dignitaires de l'ancien régime ont fui pour la plupart de l'autre côté du fleuve. De 1977 à aujourd'hui, nous sommes passés à un autre régime qui, selon ceux qui sont à la tête, disent être un régime démocratique. Mais on remarque que
c'est toujours les mêmes personnes, toujours ce même fil qui s'ensuit jusqu'à aujourd'hui. Cela s'explique du fait que les élections se sont passées. Dans la norme des choses, c'était des élections qui devaient être libres, crédibles et transparentes. Mais il y a eu, on dirait un mouvement de masse qui par des banderoles, qui par des t-shirts pour influencer le choix des autres. Et bon, je pense que le régime dans lequel nous étions il y a 12 ans, c'est le même qui se suit encore jusqu'aujourd'hui, mais qui essaye de se présenter sous une autre forme, bien qu'étant le même. Alors, la preuve en est que tout ce qui s'est passé il y a 32 ans ne va que de régression en régression. Donc, il y a une dépréciation des infrastructures, de l'éducation, de la santé. Ceci n'est que la conséquence de ce qu'il y a eu au départ. Parce que la fondation n'a pas été bien structurée. Et ce que nous vivons aujourd'hui, 49 ans ou 50 ans presque plus tard, n'est que la conséquence de ce qui a été préparé 50 ans plus tôt. L'indépendance n'était que relative, au fait, parce que l'indépendance doit être totale. Or, à mon sens, l'indépendance que la RDC ou la République du Congo avait acquise à l'époque, c'était une indépendance théorique. Ce n'était pas une indépendance pratique. Pourquoi je dis que c'était une indépendance théorique? Parce que la loi fondamentale qui servait de constitution a été élaborée par le Belge, qui était le colonisateur en fait. Comment vous pouvez demander une chose et ne pas l'obtenir en totalité? Donc c'est comme ça que je dis, l'indépendance n'était pas, ou la fondation n'était pas bonne. Et si vous sentez une certaine rancœur en moi quand je parle de perdre de l'indépendance, c'est parce que, excusez-moi, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais ils ont commis des erreurs, ils ont été, ou ils sont d'une manière ou d'une autre à la base de ce qui existe aujourd'hui. Parce que comme je disais au départ, ce qui existe aujourd'hui n'est qu'une conséquence de ce qui a été produit ce qui s'était produit en 1960. Et donc, les Kassavou, les Lumumba, les Tchombe qui étaient des avertis à l'époque, qui devaient constituer la génération lumière de l'époque, malheureusement, eux n'ont pas servi des lumières à la société. Un exemple, quand je pose la question à ma tante, la sœur de mon père, ce qu'était l'indépendance, ce que représentait l'indépendance au 30 juin pour eux, ils n'étaient pas suffisamment informés sur l'indépendance. Ils pensaient que l'indépendance c'était quelque chose qu'on devait leur ramener entre leurs mains. C'était un événement qui pouvait permettre aux morts de survivre, de ressusciter. Alors que les Lumumba, les Kassavou avaient la tâche de pouvoir vulgariser ce que devait être l'indépendance, et que l'indépendance ne pouvait pas être un cadeau, comme Lumumba l'a dit dans son discours, que l'indépendance n'était pas un cadeau de la Belgique, mais c'était une mérite pour la population congolaise ou pour le peuple congolais. Donc, il devait par la même occasion interpeller tout le monde au travail. Voilà, les Belges vont partir, mais nous avons besoin de travailler pour faire, comme l'hymne national le dit, de construire un pays plus beau qu'avant, ou un pays meilleur que celui que nous lèguent les Belges. Et eux, ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, les conséquences sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors maintenant, il faut couper ces cordons ombilicaux par une révolution. Je ne dis pas qu'il faut oublier Lumumba, Kassavou. Je les respecte. Ils ont été d'une manière ou d'une autre pour beaucoup. J'ai dit, tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une conséquence de l'impréparation de ceux qui devaient constituer une lumière pour les Congolais à l'époque et aujourd'hui. Ça fait bientôt 50 ans qu'on est indépendant. Qu'est-ce que vous pensez de cette période qui vient de se couler? C'est une période qu'on peut considérer, elle était perplexe. L'évaluation n'est pas assez facile. Il y a eu
maréchal que pour certains, qu'il y a eu beaucoup de temps perdu, de l'énergie gaspillée. On aurait pu faire beaucoup de choses par rapport à ce qui s'est passé, mais hélas, ça n'a pas été fait pour des raisons qu'on connaît tous aujourd'hui. Et l'après-maréchal, que ça date de 12 ans, il y a eu quelques efforts, mais à mon avis, ils ne sont pas assez. C'est vrai qu'il y a eu des guerres entre-temps et des perturbations, mais j'estime qu'il faut qu'on fasse un peu plus d'efforts, ça c'est au niveau des dirigeants. Moi, je suis né vers la fin des années 70 et je suis allé à l'école, en tout cas, j'ai commencé mon école primaire vers les années 80 et je trouvais un état délabré. Et je m'en suis rendu compte qu'à l'âge adulte, quand je commençais mes études supérieures de droit, c'est alors que j'ai appris comment devait fonctionner un État. Et quand j'ai fait la rétrospective, je me suis dit, voilà, depuis que je suis né, l'État n'a jamais existé dans ce pays. Et je fais en fait une auto-formation et une rétrospective dans les temps. J'ai regardé comment fonctionnait l'État congolais depuis que nous sommes nés. Tout ce qu'on nous apprenait comme éducation civique et morale, c'était quoi? Mobutu c'est qui? Les MPR c'est qui? Les comités centrales c'est quoi? La JMPR c'est quoi? Pourquoi on devait être membre de la JMPR? Et chaque matin il fallait chanter pour Mobutu, pour la gloire de Mobutu qu'on connaissait, qu'on ne voyait pas. On s'imaginait que Mobutu nous suivait partout et qu'on devait se mettre à chanter pour lui. Même jusqu'à ce que j'ai un diplôme d'État, je continue à chanter pour Mobutu. Parce qu'en fait, moi, j'ai fini mes études juste à la veille du départ de Mobutu. Donc, vous pouvez imaginer comment j'ai été formé. C'est seulement après que je me suis rendu compte, quand j'ai embrassé les études universitaires supérieures, que je me suis rendu compte par une auto-formation et en me cultivant, je me suis rendu compte que l'État, depuis que j'existe, l'État n'existait plus ou n'existait pas. Maintenant, il y a un semblant d'existence sur le plan théorique de l'État, sur le plan institutionnel d'un État démocratique. Mais au sens strict du terme, l'État n'existait plus. Pour toi, la République démocratique du Congo, c'est un pays digne de ce nom? Non. Pourquoi? Parce que c'est ça. Les gens font pipi, les gens font caca, les gens se lavent. D'ailleurs, les autres brossent d'ailleurs. Ça suffit. On jette aussi les chasser par terre. Tu vois maintenant, la porte, les gens qui viennent jeter les chassés là. C'est pas un vrai pays. Pourquoi? Parce que c'est sale, c'est désordonné. Il n'y a pas de bonnes dirigeants du pays. Les gens se mettent à faire pipi à l'extérieur, sur la rue. C'est là sur la rue, brosse sur la rue. Il n'y a pas aussi les poubelles publiques, des toilettes. Les rues de la capitale sont propres? Sont mauvaises. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bons dirigeants. S'il y avait des bons dirigeants, on allait arranger ce truc. C'est quoi un bon dirigeant pour toi? Celui qui prend bien soin de ses employés. Tu viens de dire que le Congo n'est pas un pays digne de ce nom. À ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait pour que le Congo devienne un pays digne de ce nom? Il faut que le président, avant de choisir ses ministres, il doit d'abord réfléchir. Parce qu'il y a des autres ministres qui ne travaillent pas bien. Dans son cabinet, il y a des gens qui travaillent à sa place, au lieu que lui travaille. Il faut qu'il choisisse. Quand il va choisir, il faut qu'il puisse choisir des bons ambassadeurs. Et
Mais sur quelle base? Ils choisissent les gens à base de compétences, expérience et non de ethnie et tout, de tribu et tout. Il faut aussi que les militaires soient bien payés. Il faut aussi que eux-mêmes, d'abord les ministres aussi, soient très bien payés pour que les employés aussi soient bien payés. Pour que notre pays soit bien et que c'est ça le but de son nom, il faut qu'il y ait aussi des toilettes publiques, il faut qu'on puisse avoir une très bonne santé pour les enfants n'ont pas une bonne santé, n'ont pas une très bonne éducation, et puis les enfants n'ont pas un très bon environnement. C'est un pays pour moi, c'est un pays là qui n'est pas bien gouverné. Précis. C'est un peu bien gouverné mais mal organisé. Parce que il y a des présidents de ces pays qui ne arrangent pas ces pays. Tous ces bandits qui embrouillent le public, qu'on puisse les arrêter. C'est un contrat social. Le peuple ou la population, toute la population, signe un contrat et confie leur gestion. La gestion de la chose qu'on appelle publique ou la chose publique qu'on appelle république à une catégorie de personnes pour la gérer et rendre compte. Et ce qui n'existe, ce qui n'a pas existé depuis un certain temps, jusqu'à une certaine époque et jusqu'en 2006, c'est alors que maintenant nous commençons à avoir un semblant d'existence de l'État. Mais moi, ce qui m'a fait encore plus mal, c'est que personnellement, depuis que je suis né, je n'ai jamais mis un pied en dehors de notre pays. Je n'ai jamais été à l'étranger. Je ne sais pas comment ça fonctionne à l'étranger. Donc tout ce que je sais, tout ce que j'ai comme théorie, je les ai apprises. Je ne les ai jamais vécues. Mais ce qui fait mal au cœur, c'est que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ceux qui ont toujours gouverné cet État, parce que Mobutu, il a été entouré des collaborateurs qui sont issus des grandes universités du monde, des Harvard, des Sorbonne, et il en est des mêmes aujourd'hui. Tous ceux qui règnent, tous ceux qui gouvernent, tous ceux à qui nous avons confié le pouvoir sont venus de quelque part. Et de quelque part, la plupart d'entre eux sont venus des États qu'on appelle civilisés. Ils ont vécu là-bas plusieurs années. Mais malheureusement, quand ils reviennent ici, nous ne sentons pas cette différence. Cette présomption de civilisation qu'ils devaient avoir, ils ne l'ont pas malheureusement. Ils se comportent en barbares. Et ce ministre-là, qui nous ont enseigné toutes les théories que je développe ici, ce sont ceux-là qui nous les ont appris. Mais malheureusement, quand eux, ils sont appelés à gérer la chose qu'on appelle la République, la chose commune qu'on appelle la République, ils oublient tout ce qu'ils nous enseignent comme théorie à l'université. Et c'est ce qui fait le plus mal. C'est ce qui fait le plus mal. Les 5 chantiers. On nous parle des 5 chantiers. Passe toutes les télés aujourd'hui, toutes les chaînes de télé, on nous parle des 5 chantiers. Le boulevard Lumumba ou le boulevard du 30 juin qui est en train d'être refait. Si on s'est posé la question de savoir quel est l'impact sur le plan social de ce boulevard-là, vous trouverez qu'il n'y a pas un impact direct sur la population. Ça traduit une irresponsabilité, le manque de définition des priorités à l'endroit ou dans les chefs de nos autorités. C'est que ici, les anti-valeurs ont été érigées en valeurs. Vous pouvez préciser? Au vu, je vais les préciser, au vu et au su de nos autorités. Et quel est le rôle de l'État à ce moment-là? Je peux prendre un exemple où les clientélismes politiques battent son plein ici. On peut passer d'un parti politique à un autre, où la corruption est devenue un principe pour accomplir une formalité, pour obtenir l'exécution d'un marché, pour obtenir la concession d'un service public. Et tout le monde, sans exception, est trempé dedans.
s'il y a des exceptions, elles sont vraiment minimes. Tu as déjà entendu parler de corruption? Oui. C'est quoi la corruption? La corruption, c'est... Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais je sais que ça existe. Par exemple, s'il y a des roulages à la route et tu as un problème avec tes papiers, si tu veux passer, tu leur donnes 1000 francs, 1500, tu passes. Exemple. Et ils oublient le problème de papier? Pardon? Il y a que les policiers qui sont corrompus? Non. Il y a aussi des militaires aussi. Et? Qui sont corrompus et il y a aussi des ministres qui sont corrompus. Les journalistes aussi. Et les autorités, vu qu'eux-mêmes sont trempés, ils laissent faire. Il faut venir en RDC pour les vivre. Mais je suis en RDC. Voilà. Vous êtes en RDC, vous les avez vécus. Pour ceux qui ne sont pas encore arrivés, qu'ils viennent, ils les verront. Et ceux qui n'auront pas de nerfs solides, ils repartiront aussitôt descendus de l'aéroport. Alors, comment est-ce que les choses vont changer dans ce pays? Les choses changeront à condition que nous changions d'abord les mentalités, en évitant des mauvaises habitudes et en appliquant les bonnes habitudes. Et comment ça se passe maintenant? Ça évolue, parce que vous savez qu'on dit qu'il y a plus facile de faire la guerre que la paix. Donc nous sommes en train de réinstaurer la paix, alors on doit aller pas à pas, petit à petit. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés, d'abord, c'est la mentalité, et puis l'esprit de gagner la vie facilement, c'est ce que nous constatons. Ce sont les difficultés. Quand on voit quelqu'un, les gens croient que celui qui est arrivé, il doit nous apporter l'argent. Or, que l'argent, nous devons travailler nous-mêmes. Il faut travailler pour gagner quelque chose. Si je te suis bien, les 50 années qui viennent de s'écouler ne sont pas un progrès pour le Congo. Non. Qu'est-ce que tu penses des 50 prochaines années? J'espère que s'il faut mener les choses telles qu'elles se présentent, c'est que les 50 prochaines années ne seront pas du tout satisfaisantes. Mais, comme étant tous Congolais, on voudrait à ce que le demi-siècle qui viendra prochainement, qu'on sente une appréciation par rapport à tous les domaines. Et cela doit d'abord partir du changement des mentalités, en favorisant l'éducation, en favorisant la santé et ce qui va entraîner la restructuration des structures administratives, entre guillemets, présentes actuellement. Et quel rôle tu comptes jouer dans ce processus de changement de mentalité? On dit que la famille est la cellule de base d'une nation et je pense que d'abord, de mon côté, je dois faire un effort par rapport à moi-même, dans la famille dans laquelle je suis. Et puis, par là, je vais m'investir dans le domaine où j'aurai à travailler parce que je sors d'université bientôt. Et c'est aux universitaires d'aujourd'hui que se prépare l'avenir de demain. Donc, je crois que je dois vraiment prendre conscience de ce qu'est mon pays, de ce qu'est la direction d'un pays et de ce que veut dire changement de mentalité. Parce que le tout commence d'abord par chez moi pour que je puisse sortir ce que j'ai à l'extérieur. La vie a changé de manière que la vie qu'avaient vécu nos parents n'est pas celle d'aujourd'hui. Or, nous apprenons plus. On a étudié, il n'y a plus beaucoup d'intellectuels. Il fallait qu'on mette cette intelligence en pratique pour changer notre pays. Si on te donnait le choix entre partir du Congo et rester au Congo, qu'est-ce que tu choisirais? Rester. Pourquoi? Pour bâtir mon pays. Il y a de l'espoir donc pour ce pays? Oui. Je veux rester au Congo parce que je pense qu'un jour, le Congo va se réorganiser. Je pense ça. Je ne saurais pas rester ici parce que c'est très sale. Si ça devient propre, tu resteras ici. Quels sont les choix que tu vas faire pour bâtir ce pays? Selon moi, je désire être
ministre ou président ici au pays pour arranger beaucoup de choses. Si tu n'es pas ministre ou président, tu ne peux pas arranger les choses? Je peux les arranger, mais quand je serai grande, je pense que moi-même, j'arrangerai ces pays, j'enlèverai ces sachets, donc j'arrangerai ces pays. Et la richesse, tout comme la pauvreté, se trouve dans nos têtes. Il faut qu'on puisse travailler pour développer notre pays ou pour changer d'une manière positive notre pays. Car la pauvreté n'est ni un péché ni un défaut. C'est un état qui peut changer d'un moment à l'autre. Nous avons un pays riche mais pauvre en exploitation. Donc, comme nous étudions et nous faisons étudier aussi nos enfants, nous sommes convaincus et nous sommes optimistes que le pays changera. Et qu'est-ce que vous mettez en place pour que le pays puisse changer? Nous mettons en place d'abord la bonne gouvernance en utilisant de bonnes façons de canaliser l'argent et l'intelligence. Donc nous sommes très sûrs que nous allons changer. Tout à l'heure, vous m'aviez dit que vous étiez chef de secteur. Oui, je suis chef de secteur d'Intimanti, c'est à 33 km d'ici. Et quelle est la mission qui vous amène jusqu'ici? Bon, je suis venu en campagne de vaccination pour faire le suivi avec la GNV. Comme il y a eu un certain village appelé Sama, où il y a eu des résistances dernièrement, je suis en train d'aller pour convaincre cette population afin que les enfants soient vaccinés. Une résistance, ils ne veulent pas se faire vacciner? Ils ne veulent pas se faire vacciner pour des raisons qui sont propres à eux-mêmes. Quel genre de raisons? Bon, d'après, ils croient que quand on fait vacciner les enfants, après la vaccination, les enfants font des fièvres. Et ensuite, il y a des gens qui disent que quand on tombe malade, on paye d'abord l'argent pour qu'on soit soigné. Mais pendant qu'on n'est pas malade, on leur donne des produits gratuitement. Donc c'est ce qu'ils trouvent un peu louche. C'est ça. Après les élections, on espérait. L'espoir est grand pour le changement, mais jusqu'à maintenant, on reste sur notre fin par rapport à pas mal de choses. Donc, me demander, j'espérais que, comme je vous dis, au niveau sanitaire, au niveau éducation, au niveau tous ces genres de choses, que ça soit amélioré. Le revenu, qu'on ne regarde pas que seulement que c'est l'étranger qui va venir améliorer nos conditions de vie, qu'on ne soit pas uniquement dans la lamentation. Il faut qu'on se réveille, qu'on se mette debout pour prendre notre destinée en charge. Il y a 49 ans, Patrice Emery Lumumba disait « Nous allons montrer au monde ce que l'homme noir est capable de faire lorsqu'on lui laisse la liberté de le faire. » Vous pensez que dans les 50 prochaines années, on va nous laisser la liberté de faire ce que nous voulons faire? La liberté s'arrache. Elle ne se donne pas. Donc, les gens qui sont en attente qu'on leur octroie un certificat de liberté, effectivement, ils vont devoir attendre un certain temps. Mais ceux qui vont se mettre debout, et je crois qu'il y a pas mal des Congolais et des Congolaises qui aspirent à ça, et je crois, et je travaille dans ce sens, moi et d'autres, qu'on ne veut pas nous laisser comme des feuilles mortes à la volonté du vent. On essaie de nous prendre en charge en faisant correctement ce qu'on doit faire. Ozoyokola makamuni. Mboka na bino ko bonga bio ko bonga te. Nani mtakubongisa mo? Kabila.
Kabila siko po bonga ifoza la ndenge nini? Neti nini? Bando. Siko bien ndenge mboza wana bozo komimona propre bozo komimona sale. E bon ndenge nini bino boza salite boni bolongo la salite na mboka. Ah, okosokola? Mbokolula yango. Kongo bana bazali koyekola Kongo bakobikisa yo.